ils ont l'avantage en Maghreb de parler l'arabe et de regarder beaucoup les médias français. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un avantage compte tenu de ce qu'ils voient. Ils disent mais si c'est ça le modèle que vous nous proposez, si c'est ça la démocratie, on n'en veut pas. Et donc là, il y a quelque chose de très grave. C'est pour ça que je dis que ce qui se joue à Gaza, c'est pas seulement la question de l'avenir du peuple palestinien, c'est aussi l'avenir des relations internationales. Dans le livre, je cite un long article que Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, a fait. Elle dit depuis le 11 septembre 2001, l'Occident est en train de jeter aux orties tout le droit international. Ça a commencé avec l'invasion de l'Irak, la torture qu'on a vue à Abu Ghraib que les Américains exerçaient est devenue quelque chose de normal. Et les Israéliens l'utilisent. Il y a une torture. Il faut dire la presse israélienne. Des images de Palestiniens qui étaient déshabillés et mis en file indienne dans la rue. Dire un peu la presse israélienne, elle n'est pas toujours très objective, mais là, on sait qu'il y a une prison qui est l'équivalent d'Abu Ghraib en Israël, où on torture les gens, où on obtient de faux aveux, qui permet aussi une propagande en disant voilà, ils ont reconnu ça et ça. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que comment vous voulez si l'Occident accepte cette violation du droit international qui est l'occupation permanente de la Palestine, comment s'étonner que l'Occident ne rencontre pas un soutien très important dans sa politique en direction de l'Ukraine? Les gens disent oui, vous soutenez l'Ukraine pour des raisons géopolitiques qui n'ont rien à voir avec le droit international. On a commencé un campement dans le sens des campements qu'on voit aux États-Unis et partout dans le monde. On a répondu international pour mettre fin au génocide et à la complicité de nos gouvernements avec les massacres en cours à Gaza, parce qu'il y a 34 000 morts, il faut le dire, et il faut que ça cesse. Et aujourd'hui, moi je suis choquée de voir la détermination du gouvernement à empêcher de dénoncer les massacres en cours. Je peux quand même préciser, parce que ça c'est la question du gouvernement et des autorités. Oui, mais attendez, parce qu'aujourd'hui, dans une fac, quand on est étudiant, on n'a pas le droit de dénoncer les massacres, on n'a pas le droit de dire qu'il y a 34 000 morts, on n'a pas le droit de dire qu'il y a 300 000 enfants qui sont menacés par la famine aujourd'hui à Gaza, on n'a pas le droit de dénoncer le fait qu'Israël a eu la bénédiction des États-Unis et de la France pour envahir Rafah, là où il y a 4 millions de réfugiés. Et aujourd'hui, la seule réponse, on n'a pas le droit parce que toutes les conférences sont interdites sur le sujet. On ne peut pas déployer un drapeau palestinien sans qu'on nous dise qu'on est antisémite. On n'a pas le droit de manifester notre colère face au génocide. Aujourd'hui, vous regardez, on fait des campements, des sit-ins, on fait des rassemblements contre le génocide. Et la principale préoccupation du gouvernement quand il y a un génocide qui est en train de se passer à Gaza, c'est de venir nous envoyer les CRS, c'est de venir nous envoyer Attal et Retailleau faire la police politique pour demander qu'on soit sanctionné. C'est les articles 40, c'est les interpellations. J'entends la question et la critique des autorités qui sont pas là pour répondre. Mais ce que vient de dire Léane, c'est pas ça. C'est-à-dire moi, en tant qu'étudiant juif, j'ai peur. Mais ça va ensemble. Mais non, ce qu'elle dit, c'est elle. Est-ce que vous l'entendez ou pas ça? En fait, moi, si vous voulez, je déplore l'instrumentalisation de la lutte légitime contre l'antisémitisme à des fins de censure de la voix des Palestiniens et de la voix de ceux qui se situent contre le génocide. Parce qu'en réalité, nous, on a tout entendu à la Sorbonne, à Sciences Po, le truc des mains rouges qui sont un symbole historique. Pardon, je vous coupe la parole parce que les mains rouges, on en parle. Du coup, juste pour expliquer de quoi on parle, donc ces mains rouges, on a vu des images qui ont été peintes en rouge, qui ont été arborées par des militants pro-palestiniens à Sciences Po. Et donc pour leurs détracteurs, ces mains rouges, c'est une référence à une photo qui est prise le 12 octobre 2000 à Ramallah, en Cisjordanie. On va voir cette image, un homme qui se penche à une fenêtre et qui lève ses deux mains, pour le coup c'est pas de la peinture, deux mains ensanglantées. Et en fait cet homme vient de participer au lynchage de deux soldats israéliens qui étaient rentrés en territoire palestinien, qui ont été lynchés par la foule. L'un a été pendu, l'autre son corps jeté dans la foule. Et donc ce qui est reproché aux militants pro-palestiniens aujourd'hui, c'est de se peindre les mains rouges en référence à cette image et donc de faire de ces mains rouges un appel au meurtre de tous les juifs. Ce que eux dénient en expliquant qu'ils n'avaient pas du tout connaissance de cet épisode, que ces mains rouges elles symbolisent avant tout le fait d'avoir du sang sur les mains et qu'on peut les trouver dans des manifestations écologistes par exemple pour dénoncer des manifestations pour le climat ou dans les manifestations Black Lives Matter. Donc c'était tout le débat ces derniers jours. Ouais, non, je sais qu'on l'a sur les mains rouges parce que ça. Oui, non, mais parce que du coup je réagis parce que effectivement l'action des mains rouges, c'est le sang sur les mains, c'est la complicité avec le génocide et c'est même une action qui a été vue en Israël dans des manifestations où les Israéliens se peignent les mains en rouge pour dénoncer la politique de Netanyahou. Donc il ne faut pas utiliser ça pour dire que les étudiants en France qui se battent contre les massacres sont pour en fait le massacre des juifs. C'est n'importe quoi et ça va très très loin. Mais maintenant vous savez qu'il y a ce phénomène, est-ce que vous allez arrêter avec ça? Mais ce n'est pas ça. Et moi j'aimerais répondre parce que moi je suis étudiante, je suis jeune, je suis mobilisée. C'est une émission sur la mobilisation des jeunes et là moi je me sens absolument insultée par vos propos. On se fait quand même traiter d'antisémite et de pro-Hamas du monsieur qui est en train et il faut qu'on puisse répondre tranquillement. Donc déjà la première chose par rapport à ce que vous dites, la jeunesse qui est en train de se mobiliser contre le génocide à Gaza, c'est la même jeunesse qui était dans la rue pour le climat, la même jeunesse qui était dans la rue pour dire justice et vérité pour Adama, pour George Floyd, qui est la même jeunesse qui était dans la rue le 8 mars pour les droits des femmes et des minorités de genre, qui est la même jeunesse qui était dans la rue pendant la réforme des retraites. Et à chaque fois, on s'est fait tabasser par la police. À chaque fois, notre lutte est condamnée, criminalisée par le gouvernement. Vous dites qu'il n'y a pas que la cause palestinienne qui nous mobilise. Notre génération, elle lie le génocide à Gaza de la question climatique, de la question de notre avenir, de la question des tensions géopolitiques qui sont à l'ordre du jour. Et à chaque fois, en fait, on va nous criminaliser. Retailleau, Attal, il ne parle pas que de notre mobilisation pour la Palestine. Il parle de qu'on est des wokistes, qu'on est des islamo-gauchistes. En fait, tout ce qu'on porte de progressiste, c'est wokiste, c'est criminalisable, c'est réprimable, etc., etc. Donc, à un moment donné, en réalité, c'est le fait même d'être un opposant politique au gouvernement et aux puissances impérialistes qui est criminalisé aujourd'hui. Et je trouve ça très grave. Attendez, laissez-moi terminer. Je trouve ça très grave qu'on soit attaqué d'antisémites. Il faut quand même se rendre compte que Netanyahou, il fait un parallèle entre les étudiants des campus américains qui se mobilisent contre un génocide et les nazis pendant la nuit de cristal en 1938. C'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que c'est non seulement une criminalisation extrêmement crasse des mobilisations contre le génocide, mais c'est aussi relativisé de manière gravissime ce qui a été le nazisme. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Et dernière chose, mais des mobilisations contre le génocide, elles sont composées par des étudiants et des étudiantes de confession juive qui disent à l'Union des étudiants juifs de France, vous ne nous représentez pas, arrêtez de nous instrumentaliser, nous sommes contre les génocides, nous sommes contre les massacres, parce qu'on peut faire des débats sémantiques. Moi je connais des historiens comme Ilan Pappé, qui est un historien israélien qui parle de génocide, je connais un spécialiste du nazisme et de l'antisémitisme qui parle de génocide, c'est Enzo Traverso, mais à la limite, moi je m'en fous de comment on les appelle. Moi je vous demande, est-ce que vous condamnez les massacres à Gaza? Est-ce que vous condamnez les 34 000 morts? Est-ce que vous condamnez la famine à Gaza? Est-ce que vous condamnez le fait qu'on ait retrouvé cette semaine des corps pieds et poings liés dans des fosses communes? Est-ce que vous condamnez tout ça? Est-ce que vous condamnez le fait qu'il n'y a plus aucune université à Gaza et on nous demande d'aller étudier comme si de rien n'était en France et on nous dit qu'en fait on empêche les gens d'étudier quand on
occupent nos universités. Mais moi, je ne peux pas étudier quand il se passe à Gaza. Je ne peux pas étudier quand les jeunes Gazaouis ne peuvent pas passer le bac, ne peuvent pas étudier. Moi, je veux réagir sur plusieurs choses. Je vais essayer d'être concise sur la question de l'Iran. Moi, honnêtement, ça fait plusieurs fois que j'entends aujourd'hui. Je trouve ça délirant de demander à des étudiants en France qui se mobilisent contre le génocide de se prononcer sur l'Iran. Enfin, moi, j'étais dans les manifestations, j'ai crié Femme, vie, liberté. À quel moment on va me demander de m'expliquer sur mes liens supposés ou non avec l'Iran? C'est pas vous personnellement. Non, mais c'est délirant. C'est délirant. On est une génération qui se bat contre tout type de régime autoritaire, dictatorial, qui opprime. Et c'est en ce sens-là qu'on est contre l'État colonial d'Israël. Et je pense que sur ce point, il faut aussi. Ce qu'on vous dit, c'est le Hamas opprime aussi les Palestiniens de Gaza depuis 2006. Mais ce que vous dites, c'est qu'il faudrait qu'on laisse en fait les Palestiniens se faire massacrer sous prétexte que leur direction politique depuis 2006, c'est le Hamas. C'est délirant à chaque fois de toujours vouloir ramener la lutte du peuple palestinien au Hamas ou à l'Iran. Parce que la guerre, elle est entre les Israéliens. La guerre est entre Israël et le Hamas. Non, la guerre, elle n'est pas entre Israël et le Hamas. La guerre n'est pas entre Israël et le Hamas. La guerre, elle est entre Israël et les Palestiniens. Elle a toujours été comme ça. Avant que le Hamas soit dirigeant dans la bande de Gaza, il y a eu la colonisation, il y a eu les massacres, il y a eu la première intifada, il y a eu un certain nombre de répressions, d'oppressions. Ça dure depuis 75 ans. Vous n'allez pas me dire que c'est le problème du Hamas. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça. Par ailleurs, tout le monde dans les universités, moi à titre personnel, au nom de mon organisation, nous avons condamné les massacres du 7 octobre. Nous les avons condamnés, mais vous ne faites pas la même chose à propos des massacres du peuple palestinien. Pourquoi personne ne vous demande qu'en est-il? Maintenant, j'aimerais réagir au fait que on dise à des étudiants de l'UEJF que ce sont des sionistes. Moi, je pense qu'il faut distinguer la question de l'antisémitisme de la question de l'antisionisme. Pourquoi? Parce que l'antisionisme, ça fait partie de l'histoire juive. Je me réfère à un ouvrage brillant de Michel Sibony et d'autres militants de l'Union juive pour la paix qui explique comment, depuis le début, le sionisme a été une position minoritaire parmi les communautés juives. Et l'est encore, parce qu'en réalité, dans les mobilisations aux États-unis, en Occident, les mauvais juifs. C'est ce que non, mais moi je combat l'assimilation de l'antisionisme à l'antisémitisme. Aujourd'hui, le gouvernement cherche à dire que le fait de critiquer l'État colonial d'Israël, ce serait être antisémite. Que critiquer le génocide, c'est être antisémite. On a entendu la présidence de France Université en octobre dernier dire que le drapeau palestinien, c'était antisémite. Quand vous dites qu'on vous a traité de sioniste, vous dites que c'est pareil que d'être antisémite. Oui, c'est pareil. Moi, je critique cette assimilation. Parce que en réalité, non, je finis juste sur ça. Il faut justifier une. Non, il faut voir par exemple l'Union juive pour la paix. Elle organise des conférences dans les universités pour être contre le génocide et pour dénoncer l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Et ces conférences sont interdites. On censure les voix des juifs qui sont contre le génocide. D'autres choses qui se jouaient à Gaza. Il se joue l'avenir du peuple palestinien et l'avenir de la paix au Proche-Orient. Mais ce qui m'a frappé dans Gaza, et surtout sur la couverture médiatique et politique dont je parle beaucoup dans le livre, c'est l'impression que pour nos dirigeants, pour une partie des journalistes importantes, cette guerre n'est plus, comme c'était dans les années 70 et 80, un affrontement entre Israël et les Palestiniens, un peuple qui se révoltait à juste titre contre une occupation. Ça s'inscrit dans une guerre de civilisation dans laquelle l'ennemi, c'est pas seulement les musulmans, c'est pas seulement les Palestiniens, c'est pas seulement les Palestiniens, c'est aussi les musulmans. C'est une espèce de guerre. Le terrorisme, il y a une entité. Le terrorisme, mais qui recouvre un peu. Oui, mais qui recouvre. On avait parlé la dernière fois ici très longuement du terrorisme et de la manière dont c'est manipulé. Mais ça recouvre quelque chose de plus profond et de plus inquiétant. C'est-à-dire la volonté du monde occidental, ou en tous les cas des dirigeants du monde occidental, de s'enfermer dans une espèce de vision d'une guerre que l'Occident est menacé. Il est menacé partout. Il est menacé en Palestine par les Palestiniens et il est menacé en France par les musulmans qui seraient une espèce de cinquième colonne. Et je crois que c'est ça qui est nouveau dans le contexte. C'est-à-dire, comme j'ai dit, moi j'ai connu cette question de Palestine depuis 50 ans. Globalement, sous l'impulsion du général de Gaulle, sous l'impulsion des différents présidents de la République, en tous les cas jusqu'à Nicolas Sarkozy, il y avait un consensus, y compris à droite, que la question c'était avant tout que donner aux Palestiniens un État. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu une question secondaire, et pas aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années. Que ce qui nous mobilise, c'est la guerre contre le terrorisme, c'est l'idée que nous faisons face à un ennemi qui est à la fois un ennemi militaire, mais qui voudrait saper les fondements de notre société. C'est ça qui me semble très grave dans le contexte actuel. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que l'une des premières prises de parole d'Emmanuel Macron sur le sujet, l'une des premières propositions du président de la République a été de proposer la formation d'une alliance contre le terrorisme, contre le Hamas. Oui. Comme si c'était l'enjeu final de cette guerre, en fait. Ça amène deux réflexions. La première, cette proposition totalement absurde, idiote au sens propre. On sait maintenant qu'elle a été soufflée au président de la République par Bernard-Henri Lévy. Et que Bernard-Henri Lévy puisse être un conseiller du président sur les questions internationales, on reste rêveur. Et puis, c'était l'idée effectivement d'inscrire ce conflit dans un cadre plus vaste. La Palestine, c'est un conflit d'un peuple qui vit depuis 50 ans sous l'occupation. Et on s'est habitué. Et je dirais le gouvernement français s'est totalement habitué. Et depuis 15 ans, avec Sarkozy, avec François Hollande et avec Emmanuel Macron, il n'y avait aucune initiative. Il faut se rappeler le temps où la France était un moteur actif. Elle n'était pas anti-israélienne, la France. De Gaulle était quelqu'un qui était un grand admirateur d'Israël. Et pourtant, il a pris des positions parce qu'il pensait que c'était la justice, que c'était le droit international et qu'il n'y aura pas de paix et de justice sans droit international en Palestine. C'est ce que s'est positionné pour la Palestine jusqu'à, on peut dire en gros, jusqu'à Nicolas Sarkozy. Ça, il faut rappeler que la France a été celle qui a porté l'idée qu'il fallait en Europe soutenir l'autodétermination des Palestiniens. Négocier avec l'OLP à un moment où les Américains et Israël disaient que l'OLP c'est des terroristes. Et la France a joué un rôle très actif là-dessus. Mais justement parce que la lecture du conflit, c'était il y a un peuple qui vit sous occupation, qu'il faut aider à obtenir un État. Et c'est d'autant plus important que la question palestinienne dépasse très largement les frontières d'Israël-Palestine. C'est une question qui est au cœur de la population dans le monde arabe et musulman et beaucoup plus général, on le voit aujourd'hui. Donc il y avait une volonté politique. Et puis, depuis en gros, c'est-à-dire c'est à la fois l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, le 11 septembre 2001, petit à petit s'est fait un changement de grille de lecture, et qui n'est pas seulement celui des présidents de la République, mais aussi celui des élites. Quand même, il y a une chose qui m'a frappé dans ce qui s'est passé depuis Gaza. Éric Ciotti, qui est le président des Républicains. Les Républicains, c'est l'héritier, en principe, de l'UMP, du parti gaulliste de Gaulle. Et on voit Éric Ciotti proposer
de transporter l'ambassade de France de Tel Aviv à Jérusalem. C'est un crachat sur la tombe du général de Gaulle. Personne dans son parti trouve ça anormal. Pourquoi cette rupture? Terrible, hein, tous les détails, comme la sémantique par exemple, qui tend à justifier un petit peu qu'il y ait une espèce d'offensive, de massacre indiscriminé. On a par exemple très vite entendu parler de guerre d'Israël contre le Hamas, sans considérer que en fait, il y avait une population civile qui était la première cible. Oui, et puis surtout, on a pensé que le début de l'histoire, c'était le 7 octobre. Et aujourd'hui encore, on vous dit la guerre, c'est 200 jours de guerre, etc. Mais c'est une guerre qui dure depuis 50 ans, sous des formes différentes, et qui se traduit par l'oppression permanente des Palestiniens. Je veux dire, on parle de Gaza, on dénonce le Hamas en disant ils sont méchants, etc. Mais la réalité, c'est 2,5 millions de gens qui vivent sous blocus. Les jeunes ne peuvent pas sortir de ce territoire avant même la guerre de 7 octobre. C'est ça qui est extraordinaire. En gros, aujourd'hui, quand on me demande qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé le 7, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé le 6 octobre? Est-ce que le 6 octobre, on était sur la voie d'un règlement de la question palestinienne? Est-ce qu'on était sur la voie d'un allègement du blocus, de la création d'un État palestinien? Et personne, enfin, Israël avait un interlocuteur qui était pour lui l'autorité palestinienne. Il n'a pas négocié, non seulement il n'a pas négocié, mais il a maintenu la division entre l'autorité palestinienne et le Hamas, y compris en permettant que des financements arrivent pour le Hamas. De manière, Netanyahou l'a dit clairement, et la presse israélienne l'a repris, tant qu'ils sont divisés, tant que les Palestiniens sont divisés, personne dans la communauté internationale va nous demander de négocier avec eux. Et c'était vrai. Depuis 10 ans, il n'y a pas eu de négociation. Et depuis 10 ans, le gouvernement français, qui, comme j'ai dit, à un moment était actif, n'a rien fait. Et m'a aidé à débloquer cette question palestinienne. J'allais dire sincèrement, il pensait que la question était réglée d'une certaine manière, que les Palestiniens allaient disparaître, qu'il allait avoir la paix entre Israël et les pays arabes, et que bon, finalement, les Palestiniens, on les passait par perte et profit. Mais le 7 octobre a montré que c'était absolument illusoire. C'était d'ailleurs le cas aussi dans les débarrassés comme ça. Oui, il y a eu, je cite plusieurs études, en particulier du site de critique des médias qui s'appelle La Crimène, qui montrent comment le problème palestinien a disparu dans les années qui ont précédé le 7 octobre. Ils sont disparus du discours politique français, du discours des dirigeants et des médias. Et donc, quand se passe le 7 octobre, les gens disent ah, mais comment avant, il y avait la paix. Avant, on tuait comme je dis, le calme en Palestine, c'est quand on tue que les Palestiniens. C'est-à-dire, effectivement, avant le 6 octobre, il y avait le calme en Palestine, c'est-à-dire qu'on tuait des Palestiniens. Et avant le 7 octobre, on a tué, en 2023, les Israéliens ont tué plus de Palestiniens que jamais depuis la seconde intifada. Donc, et ça, en Cisjordanie, il n'y avait pas le Hamas. Et pourtant, cette répression, cette colonisation, elle se poursuivait. C'est une illusion à la fois israélienne et occidentale. L'idée qu'il y a un important responsable américain pro-israélien qui a dit il y a 10 ans de ça, nous avons gagné. Nous, je voulais dire, nous, les États-Unis et Israël. La seule chose qui nous manque, c'est que les Palestiniens acceptent qu'ils ont perdu. Or, toute l'histoire nous montre qu'ils n'acceptent pas et qu'ils n'accepteront jamais. Et que donc, soit on est dans cette guerre perpétuelle, soit il faut aller vers la seule solution possible, qui est l'application du droit international. En plus, avec cette dimension que, et c'est un des aspects inquiétants dans cette crise, c'est les positions occidentales de soutien à une politique qui est une politique, même si on récuse le terme de génocide, de massacre à grande échelle, mais l'Occident en contradiction totale avec ses principes, et discrédite dans le monde arabe, et plus largement, tout discours occidental.